Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Funcast en français. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet assez central sur les marchés financiers européens, l'acquisition de portefeuilles de créances, et plus particulièrement au Luxembourg. Oui, une place connue pour ce type d'opération un peu sophistiquée. Exactement. On s'appuie pour ça sur des analyses assez récentes du cadre, tant juridique que pratique. L'objectif, c'est donc de décrypter un peu cette mécanique, C'est ça, de voir les éléments clés. comprendre comment ça se structure, comment ça s'exécute au Grand-Duché. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Et effectivement. Et pour bien saisir l'avantage luxembourgeois, il faut voir comment 3 textes majeurs interagissent. Lesquels? D'abord, le nouveau régime des prêts non performants, les NPL. Ensuite, la loi sur la titrisation. Et enfin, la loi sur les garanties financières. Ce qui est fascinant ici, en fait, c'est vraiment l'interaction entre ces différents régimes. D'accord. Commençons peut-être par le changement le plus récent, le plus structurant, la loi NPL. Oui, la loi du 15 juillet 2024 sur le transfert des crédits non performants. Juste pour rappel, un NPL, c'est un prêt bancaire qui est en souffrance depuis plus de 90 jours. Ou dont le remboursement est jugé improbable, oui. Le but de la loi, c'est de fluidifier le marché secondaire pour ces créances issues des banques de l'UE. Et concrètement, pour les acteurs sur le terrain, ça change quoi? Ça introduit surtout un nouvel acteur qui est régulé, le gestionnaire de crédit. Ah oui, C'est un nouveau statut de professionnel du secteur financier, un PSF. Il agit pour le compte de l'acheteur du portefeuille NPL et il doit obtenir un agrément de la CSF, le régulateur luxembourgeois. d'accord. Et cet agrément, il implique quoi? Eh bien, un capital minimum, une gouvernance assez solide, des dispositifs anti-blanchiment, mais la contrepartie, c'est un passeport européen. Un passeport, c'est-à-dire? Ça lui permet d'opérer dans toute l'Union européenne. C'est un avantage non négligeable. L'acheteur de crédit est aussi défini, mais il est moins régulé directement. Ce passeport européen, ça a l'air intéressant. Mais cette nouvelle régulation, ce gestionnaire agréé, ça n'ajoute pas de la complexité ou des coûts? C'est un point tout à fait crucial. La loi impose à l'acheteur, sauf exception, de nommer un gestionnaire agréé. Mhm. Donc oui, ça implique des coûts additionnels et de nouvelles obligations. Reporting à la CSF, des règles strictes pour protéger les emprunteurs. Du coup, ça crée un choix stratégique pour les acteurs. C'est-à-dire? Soit structurer le véhicule d'acquisition comme une entité de titrisation spéciale, une SSPE, sous le règlement titrisation du l'UE, pour potentiellement éviter de tomber sous le coup de la loi NPL. Ou alors, accepter cette loi pour bénéficier du fameux passeport du gestionnaire de crédit. Un arbitrage intéressant. Oui, et on voit d'ailleurs déjà émerger un nouveau sous-secteur de gestionnaire de crédit agréé au Luxembourg pour répondre à ce besoin. Et tout ça, ça s'articule avec les outils qui existaient déjà au Luxembourg, comme la titrisation. Tout à fait. La loi sur la titrisation, celle de 2004, reste vraiment la pierre angulaire pour structurer ces opérations. Avec son atout maître. Les compartiments, voilà. C'est comme des coffres forts étanches au sein de la même société. Les actifs et les passifs de chaque opération sont complètement isolés légalement. Le fameux ring fencing. Exactement. C'est une protection très forte et ça simplifie énormément la gestion administrative. Et elle a été modernisée récemment, non? Oui, en 2022. La loi permet maintenant, sous certaines conditions, la gestion active des portefeuilles de créances. Ce n'est plus seulement passif. Ah, intéressant. Pour des stratégies plus dynamiques, j'imagine. Tout à fait. Et elle a aussi assoupli les options de financement. On peut financer par des prêts maintenant, pas seulement en émettant des titres. Et cette régulation sur option dont on entend parfois parler? C'est un autre point fort. En gros, la supervision directe de la CSSF n'est obligatoire que si le véhicule de titrisation fait des offres au public de manière continue. Donc pour la majorité des transactions, qui sont plutôt institutionnelles, Elles échappent à cette supervision directe. Ça donne une très grande flexibilité. bon, on a la flexibilité structurelle. Mais quid de la sécurité pour ceux qui financent tout ça, les prêteurs? Alors là, c'est la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière qui entre en jeu. Et son principal avantage? C'est l'inopposabilité aux procédures collectives. En clair, même si celui qui a donné la garantie fait faillite, la sûreté du prêteur, un nantissement sur le portefeuille par exemple, reste solide. Et surtout, elle peut être réalisée très rapidement, souvent sans devoir passer devant un juge. Ce qui doit rassurer les prêteurs. Énormément. Et cette robustesse juridique a un impact économique direct. Ça réduit le risque perçu.
Et donc, Donc, de meilleures conditions de financement, plus de leviers, des taux d'intérêt plus bas, c'est très concret. d'accord. Et tout ça, comment ça se matérialise dans le contrat de vente lui-même? Le SPA, comme on dit? Eh bien, ça dépend beaucoup du type de portefeuille. Si on achète des créances performantes, les déclarations et garanties du vendeur sur la qualité sont cruciaux. Les fameuses RNWO. Exactement. Mais pour un portefeuille NPL, c'est souvent vendu en l'état, Aziz. Les garanties sont minimales. La discussion porte plus sur le prix, j'imagine. Voilà. Après une due diligence, très poussée bien sûr, l'indemnisation et parfois une assurance spécifique, dite WNI, aide à gérer les risques qui restent. Et il ne faut pas oublier que la nouvelle loi NPL impose maintenant un contrat de gestion de crédit spécifique entre l'acheteur et le gestionnaire. Bon, si on devait synthétiser tout ça, quels seraient les points vraiment saillants à retenir point? Je dirais 3 choses principales. Premièrement, la loi NPL change la donne pour les NPL bancaires européens. Nouvelles règles, nouveaux acteurs, nouvelles exigences aussi. D'accord. Deuxièmement, La loi titrisation offre une flexibilité structurelle vraiment unique grâce au compartiment et maintenant à la gestion active. C'est difficile à égaler. et troisièmement, Et c'est vraiment cette combinaison des trois, soutenue par un écosystème local très expérimenté, qui fait la force du Luxembourg dans ce domaine. Très clair. Et pour conclure, peut-être une réflexion ou une question pour aller plus loin. Oui, ça soulève une question prospective assez intéressante, je trouve. Avec cette loi NPL qui vient encadrer et professionnaliser la gestion des créances, est-ce que le Luxembourg va juste renforcer sa position comme place de structuration de ces deals? Ou est-ce qu'on assiste à l'émergence d'un véritable hub pan-européen pour la gestion active et la résolution de ces portefeuilles en difficulté? Un centre névralgique pour la gestion elle-même. Exactement. Qui attirerait une nouvelle vague d'expertise au-delà de la simple ingénierie financière initiale? C'est une question ouverte. ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Phoncast en version française.